Hallyu ou la vague coréenne déferle sur le monde depuis près d'une décennie avec... Phénomènes musicaux de la rentrée, c'est le groupe qui orne votre t-shirt magnifique. As the Korean wave is riding high in Britain. Et c'est de la K-pop dont on va parler ce matin, de la pop coréenne. L'Hallyu est-elle en train de déferler sur le monde? Depuis une dizaine d'années, on entend parler de vague coréenne, de BTS, de Squid Game, de Bong Joon-ho, de Parasite, de Bibimbap ou encore de Webtoon. Et si je vous disais que tous ces mots appartiennent à un seul et même phénomène, qui se nomme Hallyu. Alors pour les fans, le mot Hallyu n'est pas étranger, il est d'ailleurs régulièrement utilisé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Comment est-il né? Quel impact a-t-il aujourd'hui? Et comment la Corée du Sud utilise-t-elle la Hallyu pour se promouvoir aux yeux du monde? C'est à toutes ces questions que l'on va tenter de répondre aujourd'hui dans ce premier épisode de Thinking. Alors, la définition qu'une majorité de personnes retiennent, c'est celle de Serge Sur. Pour lui, la puissance, c'est la capacité de faire faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire. Alors, je suis d'accord, là, ça fait beaucoup de faire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour ça, on va prendre un exemple un peu plus simple, une pomme. Alors, ta pomme, tu peux la manger, tu peux la faire manger à ton petit frère, tu peux empêcher ton petit frère de la manger et tu peux refuser de la manger. Et si tu peux faire tout ça, alors tu as de la puissance. Alors tu te doutes bien que les États n'ont rien à faire des pommes, mais dans l'idée c'est la même chose. Pour les États, la puissance est super important et c'est un concept clé des relations internationales. Parce que plus tu as de puissance, plus tu pèses. Bon, on continue un peu dans la théorie, bon t'inquiète pas, ce sera pas très long, mais il faut qu'on continue un petit peu quand même. Il y a plusieurs manières d'être puissant et ça a surtout été théorisé par Joseph Nye. Alors pour lui, il y a deux catégories de puissance, t'as le hard power et le soft power. Alors le hard power, c'est un peu la manière classique d'être puissant, c'est par la force par exemple. Tu peux contraindre quelqu'un parce que tu as une arme et tu peux empêcher les autres de t'attaquer parce que tu as une arme. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le soft power et c'est le soft power qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors le soft power, c'est quoi? Le soft power, c'est la capacité à séduire ou à attirer. Le soft power, c'est surtout devenu important à la guerre froide de 47 à 91 ou de 45 à 89, ça dépend des écoles. Durant cette période, les États-Unis et l'URSS cherchaient chacun à dominer le reste du monde. Je suis le maître du monde! Et cette volonté de dominer, elle passait aussi par les films, les livres, tout ça. Donc là, tu vas me dire, mais Clara, il est où le rapport avec la Corée? Avant, quand on pensait Corée, on pensait guerre, pays ravagé, zone démilitarisée. Et aujourd'hui, quand on pense Corée, on pense pays cool, technologique, K-pop, drama, tout ça. Et pourquoi on pense ça? On pense cela parce que la Corée du Sud aujourd'hui c'est un pays qui utilise au mieux le soft power. Ainsi le but de cette vidéo, tu l'as compris, c'est de comprendre comment marche ce soft power, comment il a évolué et pourquoi il a marché. Bon, déjà en Corée il s'est passé quoi avant la Hallyu? Il s'est passé plein de choses mais on va prendre quelques événements historiques histoire qu'on soit tous au même niveau. La Corée c'est ce petit pays entre le Japon et la Chine. Entre 1910 et 1945, le pays a été colonisé par le Japon. C'est une période où la culture coréenne est interdite au profit de la culture japonaise. Le 15 août 1945, le Japon capitule lors de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, donc, le sort du pays revient donc aux gagnants de la guerre. Et il est décidé que la Corée du Sud sera divisée au 38e parallèle. On a donc deux Corées à ce moment-là. De 1950 à 1953, c'est la guerre de Corée. C'est une guerre qui va détruire complètement la Corée du Sud et qui va la ravager complètement. À ce moment-là, la Corée du Sud, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde et qui est bénéficiaire de l'aide internationale. Elle est aussi en retard par rapport au Nord qui, elle, est aidée par l'URSS. Et pourtant, dans les années 90, la Corée du Sud se place dans les premières puissances industrielles du monde. Elle est aujourd'hui dans le G20 et 40 fois à 50 fois plus riche que le Nord. Bon, tu vas me dire Clara, comment c'est possible? Eh bien, je vais te dire, c'est par ce qu'on appelle le miracle économique, qui est donc passé notamment par l'industrialisation du pays. Au début, c'était donc les matières bon marché, le textile, tout ça, puis sur l'industrie lourde, les chantiers navals, les semi-conducteurs, et depuis les années 90, c'est les nouvelles technologies. Et là, tu vas me dire, mais Clara, elle est où la culture dans tout ça? Bon, la culture pendant des années, c'était pas une priorité, déjà parce que c'était la dictature, donc tu te doutes bien que pour s'exprimer, c'était pas facile pour les artistes, et au-delà de ça, il y avait un pays à reconstruire. Donc les politiques publiques étaient plutôt focus sur le fait qu'il fallait reconstruire le pays. Mais déjà dans les années 60, le pays commence à réaliser des émissions audiovisuelles pour elle-même. Mais avant les années 80, la culture c'était surtout du patrimoine, donc c'est ce qu'on considère comme étant digne d'être conservé pour les générations futures, plutôt que quelque chose qui est rapport de l'argent. Bon, ça change à partir des années 80 parce que le pays petit à petit se démocratise. Et à partir des années 90, on commence à exporter les fameuses émissions audiovisuelles qui avaient commencé dans les années 60. Le gros tournant de la culture, c'est les années 90.
Donc en 1992, on a le mythique groupe Sotaji and Boys qui fait ses débuts. Et qui introduit donc le rap et le hip-hop dans ses chansons. C'est eux qui vont poser donc les premières pierres de ce que sera la K-pop plus tard. Et en 1993, on a le groupe 2, oui, c'est le nom du groupe, qui va renforcer donc cet intérêt pour le hip-hop. Donc si la musique, elle fait son petit chemin dans les scènes underground, chez les politiques aussi, ça commence à faire quelque chose. Vous reconnaissez cette chanson? Et oui, en 1994, il y a le film Jurassic Park qui sort. Ce film, bon, il dégomme tout déjà, et ce film, il rapporte beaucoup d'argent. Mais genre, beaucoup d'argent. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et en Corée, il y a un constat qui est fait, le film a rapporté autant que l'exportation de 1,5 million de véhicules Hyundai. Et Hyundai, à ce moment-là, c'est la fierté sud-coréenne. Et depuis sa Maison Bleue, le président Kim Jong-sam se rend compte que la culture, ça peut rapporter de l'argent, et beaucoup d'argent. Arrive l'année 1997, où là, il y a une crise financière qui touche toute l'Asie, et la Corée n'y fait pas exception. À ce moment-là, il y a des chaebols qui font faillite, donc des chaebols, c'est des groupes d'entreprises qui sont en général générés par une famille. Et ça va être le cas par exemple de Hanbo Steel, qui est à ce moment-là le deuxième groupe sidérurgique du pays. Ça fout mal l'économie, on est d'accord. Le won perd ses valeurs, le chômage augmente, bref, économiquement ça va pas, et ça va tellement pas que la Corée du Sud est obligée de faire appel au FMI. À ce moment-là, il y a Kim Dae-jung qui arrive au pouvoir, et lui aussi, il a capté que bon, la culture, ça pouvait rapporter beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là qu'est décidé que bon, la Corée du Sud va s'intéresser à la culture plus profondément pour rapporter de l'argent, et c'est à ce moment-là qu'on aura donc la formation des premiers talents de la K-pop. Dans ces décennies, on va avoir la création d'un bureau culturel, d'un fonds d'investissement, on demande au chaebol d'investir dans l'industrie du cinéma. C'est aussi à cette période-là qu'on aura donc la création de SM, YG et JYP, les plus grosses agences de K-pop aujourd'hui. Et finalement, dans les années 2000, l'économie se redresse. C'est à partir de ce moment-là qu'on a l'apparition des premiers groupes de K-pop comme SES, H.O.T, Setsuki. Et en plus de tout ça, la culture fait son petit bout de chemin en Corée du Sud, puisque on a la démocratisation de la télé à partir des années 80 et aussi celle des noraebang, donc c'est les karaokés sud-coréens, où tout simplement pour utiliser les chansons à chanter, les salles de noraebang doivent payer de l'argent, des royalties, droits d'auteur plutôt. Et ça permet déjà de financer un peu l'industrie. Et maintenant qu'elle a fait son petit bout de chemin en Corée du Sud, il est temps qu'elle dépasse ses frontières. De 1997 à 2008, on parle donc de vague coréenne 1.0 ou plutôt de Hallyu 1.0. Et oui, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à utiliser ce mot qu'on connaît tous, Hallyu. Et concrètement, ça veut dire quoi et ça vient d'où? Bon, le mot Hallyu, c'est un mot chinois qui veut dire vague coréenne. Pourquoi c'est chinois? Parce que en fait, la Chine, c'est le premier pays à être touché par la vague coréenne. Il y a notamment le drama What is Love qui fait un gros carton en Chine. Et face à cette arrivée donc, de la vague coréenne en Chine, les médias vont commencer à l'appeler Hallyu, vague coréenne. Bon, de l'autre côté du pays aussi, le Japon commence à être touché, puisqu'en 2002, on a donc le drama Winter Sonata. Bon, les produits coréens s'exportent donc chez les voisins qui sont déjà proches au niveau des valeurs, mais aussi car c'est des produits de bonne qualité et pas chers comparés à des produits qui sont donc américains ou japonais. Entre 2000 et 2003, le revenu brut d'exportation des programmes pour la télévision passe de 13 millions de dollars à 100 millions. Et ensuite, c'est le reste de l'Asie qui va se faire conquérir. Donc de 2005 à 2006, on a le drama Jewel in the Palace qui prend donc du succès. On a aussi des tours touristiques qui commencent à s'organiser, donc notamment dans le lieu de tournage, comme c'est le cas de la petite île de Naminson qui a accueilli donc, le drama Winter Sonata. Donc on voit qu'en Asie, c'est d'abord les dramas qui vont venir séduire, mais la K-pop aussi fait son petit bout de chemin. On a notamment le groupe H.O.T qui va rencontrer un fort succès en Chine. En novembre 2005, il y a Rain qui va réussir à rassembler 40 000 personnes à Beijing. Et au Japon aussi, c'est le cas, puisque donc, en 2002, la soliste Bora arrive première donc, au chart de l'Oricon, qui est le chart japonais un peu. Et c'est une première pour une artiste coréenne.
On a aussi d'autres groupes qui vont avoir du succès comme Kara ou SNSD, Girl Generation. À ce moment-là, les médias parlent de Korean Invasion, qui est donc une référence donc à la British Invasion que les États-Unis avaient connue avec les Beatles. Bon, l'Asie a maintenant été conquise, il est donc temps de s'intéresser aux autres parties du monde. À partir de 2008, on parle de Hallyu 2.0, c'est à partir de ce moment-là où donc, le reste du monde va être conquis. Donc les premiers à être conquis, c'est l'Amérique du Nord, notamment en 2009 avec 21 qui arrive donc seconde à la place du Top Hip Hop Album Chart iTunes avec l'album 21. Et c'est derrière Eminem et son album Recovery. À ce moment-là, iTunes, c'est l'une des plus grosses plateformes de musique du pays. Et il y a un groupe qui a été propulsé aux États-Unis, c'est le groupe Wonder Girls. La même année, donc en 2009, elles font un World Tour et elles assurent la première partie des Jonas Brothers. En octobre 2009, c'est le premier groupe coréen à rentrer dans le Billboard Hot 100 à la 76e place avec la chanson Nobody, mais c'est la version anglaise. À partir de ce moment-là, le reste du monde commence aussi à être conquis petit à petit. On a en juin 2011 le premier concert de K-pop hors Asie. Et ce premier concert de K-pop, il a lieu donc au Cocorico Zénith de Paris. Donc ça rassemble des groupes mythiques comme Stevie Xiu, SNSD, Super Junior, SHINee et FX. Et ça rassemblait aussi des fans venus de plusieurs pays. Et toutes les places ont été vendues. Et pour en avoir une deuxième, on a eu des flash mobs. Et spoiler, ça a marché. En juillet 2011, on a Taeyong de Big Bang qui est le premier artiste asiatique à se placer à la 3e place du R&B Soul Chart iTunes et premier dans le même chart mais canadien, cette fois-ci avec l'album Solar. En août 2011, on a Billboard qui va créer donc la catégorie K-pop Hot 100. En janvier 2012, on a Girl Generation qui va apparaître donc au Late Show de David Letterman et au Live with Kelly. Mais il y a une chanson qui dégomme tout. C'est bien évidemment Gangnam Style de Psy. C'est la première vidéo à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Elle a été 31 semaines au Billboard Hot 100 à la 2e place et elle est aujourd'hui toujours parmi les vidéos les plus vues de la plateforme. Psy, il est invité partout, dans les festivals, tout ça. Il a même été invité chez Koei. Ouais, c'est pas une blague. C'est la danse, là. Il y a un autre groupe qui va venir défoncer les portes. Ce groupe, c'est évidemment BTS. En 2017, ils vont participer donc au Billboard Music Award où ils vont gagner donc l'award du Top Social Media Artist face à Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Shawn Mendes. BTS aujourd'hui c'est l'artiste coréen le plus visionné avec des milliards de vues au compteur. Ils ont été nommés comme faisant partie des 25 personnalités les plus influentes par le Times. En octobre 2017, ils lancent avec l'UNICEF donc les 2 campagnes Love Myself pour l'estime de soi et End Violence pour la protection des enfants. En 2018, ils vont donner leur premier discours à l'ONU. Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. En 2019, ils vont faire plusieurs concerts dans des stades autour du monde, que ce soit le stade de Wembley ou alors celui du Stade de France. En 2020, la chanson Dynamite arrive première au Billboard Hot 100. Ils ont été nommés aux Grammy, ils ont reçu l'artiste de l'année au American Music Award, ils ont reçu un Energy Music Award. C'était pas ouf, mais j'avais envie de le mettre quand même. On parle de BTS, mais on peut pas passer à côté de Blackpink qui elle aussi défonce des portes. Elles ont la chaîne YouTube la plus suivie de K-pop, donc avec leurs 90 millions d'abonnés. Lisa est l'artiste de K-pop la plus suivie sur Instagram avec je sais plus combien de millions d'abonnés, je vais pas regarder. Elles ont aussi sold out des stades, elles sont invitées régulières des défilés de mode et elles sont aussi ambassadrices des marques de luxe. Et du coup, côté drama, c'est comment ? Côté drama, on a le drama Jewel of the Palace qui va rencontrer un fort succès en Australie, en Iran, en Suède, en Russie, au Pérou, en Bosnie, bref, un peu partout. On a aussi donc Netflix et SGENM, chiant à dire ce nom, qui vont donc collaborer pour la production de produits coréens. En 2021, donc Netflix décide d'investir plus de 500 millions de dollars dans la production de contenu coréen. Et on ne peut pas passer à côté de Squid Game de Hwang Dong-gyo qui, elle, a réalisé donc le meilleur démarrage de la plateforme. Pour le cinéma, il y a bien évidemment Parasite, mais il y a quelques petits trucs avant quand même. La première trace que j'ai pu trouver, c'est à Cannes avec en 1984
le film Le Rouet de Lee Do-young. En 1987, on a donc Kang Seon qui va remporter donc le prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise. Et à partir des années 2000, on a donc des films coréens qui vont venir apparaître sur les festivals internationaux. On peut donc penser donc au film donc Le Chant de la Fidèle de Chang-yeon de Im Kwon-taek à Cannes, de Old Boy de Park Chan-wook qui obtient le Grand Prix du jury de 2004, ou Samaria de Kim Ki-duk qui obtient donc l'Ours d'argent pour le prix du meilleur réalisateur à Berlin en juillet 2011. On a la Corée comme invitée d'honneur au festival de Guanajuato. J'ai fait allemand LV2. Et donc dans ce festival, on aura la projection de 76 films coréens. Bon, il y a un film qui casse tout, c'est sûr, c'est Parasite de Bong Joon-ho en 2019. Bon, je vous propose une petite liste des prix obtenus et pour ça, je vais prendre mon ordinateur. C'est parti. Palme d'or à l'unanimité du jury. Aux Oscars, donc c'est celui du meilleur film international, meilleur réalisateur, meilleur scénario original. Au National Society of Film Critics, meilleur film et meilleur scénario. Golden Globes, meilleur film en langue étrangère. Critics' Choice Movie Awards, meilleure réalisation, meilleur film en langue étrangère. Screen Actor Guild Award, meilleure distribution. Writer Guild of America Awards, meilleur scénario original. Au BAFTA, meilleur scénario original, meilleur film en langue étrangère. Au César, meilleur film étranger. Au prix David Di Donatello, meilleur film étranger. Grand Bell Award, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario et meilleure musique. Et au Saturn Award, meilleur film international. Parasite est le premier film non anglophone à remporter donc le prix du meilleur film aux Oscars. Et en 2021, Bong Joon-ho est président de la Mostra de Venise. Et après, ça continue après lui puisque donc, Decision to Leave de Park Chan-wook a été diffusé donc, à Cannes. À côté de ça, donc, la Corée va aussi s'étendre dans d'autres domaines comme le e-sport ou les manhwa, webtoon. Là, on avait une petite chronologie de ce qui s'est passé. Mais concrètement, c'est quoi l'impact de la Hallyu sur la Corée ? En 2018, on a la Korea Foundation qui estimait qu'il y avait donc 89 millions de fans dans 113 pays différents. En 2019, 6,1 milliards de tweets étaient reliés à la K-pop. La vidéo de Jungkook sur Bad Guy était la vidéo la plus retweetée de la plateforme. Et BTS était l'artiste le plus discuté aussi de la plateforme. Bon, Blackpink et BTS font que détruire les records des vidéos les plus vues en 24 heures sur YouTube. BTS ont réussi à avoir donc 6 chansons au Billboard Hot 100 à la place numéro 1 et c'est une première depuis les Beatles. Ce sont les meilleurs vendeurs de disques du monde. Ils ont reçu la médaille donc Hwangwon du prestigieux ordre du mérite culturel, donc traduit en français ça donne ça. Comme je l'ai dit, ils sont classés parmi les 25 personnalités les plus influentes du Times et on estime qu'aujourd'hui qu'un touriste sur 13 est dû à BTS. En 2021, on a Hype qui va racheter donc Ithaca Holdings, c'est donc le label à ce moment-là de Ariana Grande, Justin Bieber ou Kanye West. En 2022, on a Jungkook de BTS qui va ouvrir la Coupe du Monde de football au Qatar. Et la Coupe du Monde, on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des événements majeurs du monde sportif. Dans le monde entier, on a des festivals de K-pop un peu partout, notamment comme la K-Con. Et on voit aussi donc l'impact de la Hallyu dans la volonté d'apprendre donc le coréen. Donc en effet, d'après donc l'Institut national des langues et de civilisation orientale, ou INALCO, on va aller plus vite. En 2001, il n'y avait que 46 étudiants et aujourd'hui, il y a entre 1800 et 2000 demandes sur Parcoursup. En 2019, il y a 300 000 élèves qui passaient donc le TOPIK, qui est donc l'examen de compétences linguistiques en Corée. En 2021, donc, le coréen, c'était la 7e langue la plus apprise sur Duolingo. Et l'Institut Sejong, qui est donc chargé de la promotion des langues coréennes et tout ça, compte 248 établissements dans le monde en 2023. Et on voit aussi que le nombre d'étudiants pour la Corée du Sud augmente et les gens qui partent pour travailler aussi. Et d'un point de vue culinaire aussi, on a une évolution. Donc d'après une étude du Chef Pencil, qui est donc un magazine de gastronomie, la cuisine coréenne est la 4e cuisine la plus populaire sur Instagram. Dans l'édition 2022 de la liste, qui va donc classer donc les 1000 meilleurs restaurants, on a donc 24 restaurants coréens et le restaurant le plus haut dans le classement, il est le premier restaurant coréen à avoir 3 étoiles, Guide Michelin, et c'est le restaurant Lion. Plutôt côté drama, Jung Ho-yeon, qui a donc été découvert dans le drama Squid Game, a été la première asiatique à avoir une couverture solo dans le Vogue America depuis 130 ans. Aujourd'hui, on estime que l'industrie du cinéma coréen fait partie des 5 plus grosses du monde. Et on estime aussi que sa valeur d'exportation serait donc de 756,2 millions de dollars.
Et Parasite est la palme d'or la plus vue en France avec 1,67 million de spectateurs. Le modèle de K-pop inspire au niveau du monde entier. On a pu voir donc la Q-pop au Kazakhstan. Ou encore la Thai pop en Thaïlande. Et de plus en plus d'étrangers ont envie de vivre donc ce Korean Dream de la vie d'idol. C'est un peu comme l'American Dream de l'époque. Il y a aussi des remakes qui vont être faits, donc on a le cas de la série Good Doctor sur ABC, ou encore donc Masked Singer qui elle passe par exemple en France sur TF1. Ainsi aujourd'hui on peut le voir, la Corée du Sud c'est un acteur majeur dans le domaine culturel dans le monde. Bon, tu te doutes bien qu'on va pas conclure que sur ça, on va aller un petit peu plus loin quand même. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que au niveau des politiques, ils avaient commencé à engager des réformes, des trucs comme ça pour faire avancer donc la K-pop, le domaine, les K-dramas, tout ça. Il faut savoir que le gouvernement, c'est l'un des acteurs majeurs de la culture en Corée. On a un État alors qui est très très impliqué. C'est un État qui va donc accompagner, soutenir et profiter ensuite de ça, pour reprendre les mots donc de Sylvia Octobre et de Vincenzo Chikeli. Je vais galérer sur son nom de famille tout le long de la vidéo. Donc, en effet, comme l'a dit donc Lee Gun, qui est donc l'ancien président de la Korea Foundation, la Hallyu n'est pas seulement devenu un contenu global, mais un atout important dans la diplomatie publique. L'État a en effet tout intérêt à utiliser la Hallyu car c'est un moyen d'avoir donc du pouvoir. Donc, en effet, la Hallyu, on a notamment pu la voir donc dans la politique étrangère de la Corée du Sud. On a par exemple l'acteur Jang Kwang-ryul qui a été invité en 2012 par l'ex-première dame irakienne pour un voyage humanitaire et qui a garanti d'ailleurs leur sécurité suite au succès donc, du drama Hun-jun. On a aussi donc, la sollicitation d'artistes pour les événements nationaux et internationaux. En 2010, il y a 19 idols qui se sont réunis pour faire une chanson pour le G20. En 2013, on a Girl Generation qui vont rencontrer donc, la présidente donc, Park Geun-hye lors d'un concert donc Corée-Chine. En 2018, on a donc 160 artistes qui ont performé en Corée du Nord, dont le groupe Red Velvet. C'est des vidéos qui avaient fait parler à l'époque parce qu'on voyait que du coup les gens en Corée du Nord ne bougeaient pas durant le concert, ce qui peut être compréhensible quand tu habites en Corée du Nord. Et la même année, des artistes comme CL ou EXO ont fait la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Et en 2018, on a aussi BTS et d'autres artistes qui se sont réunis à un concert pour fêter l'amitié franco-coréenne. Également, l'État va être très investi donc, dans la promotion de la Hallyu. En 1995, on a donc une loi de promotion du cinéma qui va faire une incitation fiscale pour attirer les investissements. En 1999, on a donc le gouvernement qui va allouer donc 148,5 millions de dollars pour la promotion de la Hallyu, c'est la Basic Law for Cultural Industry. En 2003, donc, on a une agence qui va être créée pour la promotion de la Hallyu. Elle est connue sous le nom de la COFIS. En 2005, il est donc proposé par le ministère de la Culture de faire de la Corée l'une des 5 premières nations productrices de contenu culturel et aussi donc la création d'une branche dédiée à l'enseignement du coréen à l'étranger et au centre culturel. En 2007, on a aussi donc l'élection de Lee Myung-bak qui lui aussi est dans l'idée de promouvoir la culture. En 2009, on a la création d'une commission spéciale qui est chargée de la promotion de la culture de coréenne à l'étranger. Elle va promouvoir les valeurs et tout ça. On a aussi la création donc, de la Korean Cuisine Globalization Committee qui regroupe donc, des experts, que ce soit des ministres ou des dirigeants d'agroalimentaire, dans le but donc, de promouvoir la cuisine coréenne mais aussi son exportation. Donc, dans la même idée, on a donc le gouvernement qui va inciter les chaebols à investir avec des mesures fiscales, tout ça. Et ça permet de multiplier par 5 le poids de l'industrie du divertissement entre 1999 et 2003. On a aussi la création donc, de la Korean Creative Content Agency, dit KOCA, qui est donc chargée d'assurer la promotion des contenus affiliés au ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport. On a aussi le gouvernement de Park Geun-hye qui a décidé donc d'allouer donc 2% du budget national à la culture. Et ça, c'est d'autant plus important que la Hallyu, ça rapporte de l'argent. Voilà. Pour reprendre les mots donc, du président Roh Moo-hyun, il a déclaré qu'une nation culturelle forte deviendra une nation à l'économie forte. En fait, il faut voir ça un peu comme un cercle. En général, on passe de l'un à l'autre et on va s'appuyer donc, pour ça sur un truc qui a été fait donc, par le Samsung Economic Research Institute avec donc, la première étape, donc c'est les produits de culture populaire, donc ça va être les programmes télé, les films et la K-pop. C'est par où on est quasi tous rentrés.
Ensuite, on a donc les consommateurs qui vont acheter des produits qu'ils voient dans ces produits culturels, que ce soit par exemple, je sais pas, le téléphone qu'une personne a dans un drama ou la jupe d'une marque coréenne qu'une star de K-pop a dans un MV. Ensuite, donc, la consommation va s'étendre au-delà des produits qui sont liés pour juste aller donc sur des produits de marques coréennes. On peut penser par exemple à du maquillage ou des trucs comme ça. La quatrième étape, c'est le fait de modifier donc sa perception de la Corée du Sud pour un truc qui est très positif. Et on pourrait même rajouter une étape à ça, ce serait le fait d'aller en Corée. Niveau économique, les touristes, ça joue. On l'a dit, un touriste sur 13 est dû à BTS. Mais déjà avant, en 2001, l'île de Namilsun, qui donc accueillait donc le drama Winter Sonata, accueillait 270 000 touristes. En 2002, ils étaient 2 millions. Un autre chiffre pour voir les touristes, donc en 1998, ils étaient 300 000 en Corée pour 11,8 millions en 2014. Entre 2016 et 2017, donc l'exportation de manhwa, qui donc sont les mangas coréens, a augmenté de 11% grâce au succès des webtoons. Les webtoons, c'est les manhwas, mais du coup sur téléphone. En 2018, on a donc L'Oréal qui va racheter donc sa première marque coréenne, qui est donc Style Nanda. Les exportations culturelles aussi ont augmenté, puisqu'on voit qu'elles sont passées donc de 188 millions de dollars en 1998 à 7,5 milliards de dollars en 2018 et 12,3 milliards en 2019. En 2019, le cinéma coréen en box-office aurait rapporté 1,6 milliard de dollars selon la Motion Picture Association. En 2020, Big Hit est introduite en bourse avec une valorisation à 4,1 milliards de dollars. La même année, les exportations de produits cosmétiques coréens ont augmenté de 16% et représentent un chiffre de 7,6 milliards de dollars selon les services de douane coréens. En tout, BTS rapporterait 5 milliards par an au pays. Et d'après donc, la Hyundai Research Institute, ils estiment que BTS a rapporté plus que les JO de 2018. En effet, entre 2014 et 2023, BTS aurait rapporté donc 44 milliards de dollars, là où les JO, sur la même période, ont rapporté 34 milliards de dollars. Il y a aussi donc la création de postes, c'est important dans une économie. En 2005, on avait 575 060 personnes qui travaillaient dans le monde de la culture. En 2017, ils étaient donc 644 847 personnes. À ce moment-là, on peut se dire, mais comment ça se fait que ça marche, la K-pop ? Bon, les raisons sont diverses et variées, il y a plein de petites raisons et pas une grosse raison en particulier. On va voir la grande majorité d'entre elles. Bon, ici je me concentre beaucoup sur la K-pop, mais on peut bien évidemment attribuer ces critères à d'autres domaines. Bon, il y a quelque chose qui ressort d'abord, c'est l'absence de contenu trash. En effet, si on regarde le contenu coréen dans sa globalité, ça a quelque chose qui est relativement lisse. Alors oui, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais dans son ensemble, ça reste assez lisse. Dans la K-pop ou aussi dans les dramas, ça marche dans les deux, on a donc des messages d'amour qui sont mis en avant. Ça peut être très bien dans les chansons de K-pop ou aussi dans la K-romance par exemple. Ça peut être donc l'amour de l'autre en tant qu'ami ou amant, mais aussi l'amour de soi. En effet, comme l'expliquent donc Sylvie Octobre et Vincenzo Chikeli, même dans les noms de groupes, on le voit, cette volonté d'être amour, positif, tout ça, comme ça peut être donc You Kiss, Lovelies, Dear Friend, Boyfriend. C'est des mots qui en anglais rapportent donc à l'amour. De la même manière, on a le groupe donc T-by-T qui... non contracté signifie Tomorrow by Together, on peut traduire ça par demain ensemble, ça reste très positif. On a une mise en avant du collectif, déjà parce qu'on est sur des groupes, donc c'est un peu vu comme une équipe, mais aussi dans les K-dramas où on voit que l'héros ou l'héroïne n'est jamais toute seule, il y a toujours des autres pour la supporter. On a aussi donc une valorisation de l'effort, notamment dans la K-pop par le système en lui-même. En fait, on comprend que certes, il y a du talent, mais il y a aussi beaucoup de travail. On est aussi donc sur des messages donc positifs et compréhensibles par tous. C'est ce que Sylvie Octobre et Vincenzo Chikeli nomment donc le sweet power, donc c'est le soft power à la coréenne. C'est-à-dire que c'est un soft power qui va avoir un message et qui ne relève pas de la force militaire comme on pourrait le voir aux États-Unis par exemple. En majorité du feel good, ça traite de questions qui nous parlent, qu'on soit adolescent ou un peu plus vieux. Le succès de la Hallyu aussi, ça va s'expliquer donc par le fandom qui est donc très très engagé. Bon, on va pas se mentir, on sait tous que la K-pop est connue pour avoir un fandom très très engagé sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. À travers les réseaux sociaux, donc les fans peuvent faire la promotion de leur groupe préféré. Ça a été le cas de BTS, dont les chansons ont été envoyées à des maisons de radio en disant s'il vous plaît, vous pouvez passer la chanson là, et voilà.
Et ça, c'est possible parce que la Corée du Sud, c'est l'un des pays qui est le mieux connecté au monde, qui s'inscrit dans une forte modernité. La K-pop, c'est un genre qui a été pensé pour Internet. On le sait aujourd'hui, mais tout peut devenir viral sur Internet. Et sur YouTube, on a donc des chaînes YouTube, on a les MV, on a les Behind the Scenes, on a les shows comme Run BTS ou Going 17. Bref, on a une énorme banque de contenu. Et aussi, la K-pop est marquée par une forte relation entre les idols, donc c'est les chanteurs de K-pop, et donc les fans. Ça, c'est permis grâce à ces contenus, que ce soit les concerts en ligne, Weverse ou les lives. On a aussi les danses qui ont joué leur rôle à travers les dance covers qui sont postés sur YouTube, ou alors les challenges TikTok de danse, voilà tout ça. Également, on a la présence de l'anglais qui est très très important donc, dans la K-pop. En effet, il est courant que les chansons aient un titre coréen et un titre international en anglais pour YouTube ou pour le reste. Et ça c'est pratique puisque il est toujours plus simple pour quelqu'un qui n'est pas coréen de retenir un titre en anglais plutôt qu'un titre en coréen qui n'est en hangul et donc c'est l'alphabet coréen. Donc il est plus simple à retenir, il s'exporte mieux, il est plus simple à chercher. Et c'est la même chose pour les noms de groupes de K-pop, ils sont quasi toujours en anglais. Et si jamais il est en coréen, il y a toujours une alternative en anglais, donc c'est le cas de SNSD, Sonoshide qui s'appelle Girl Generation, Yoda Chingu qui sont G-Friends, ou encore Bangtan Soyeondan qui sont BTS. Et là je pense que tous les Coréens qui viennent d'écouter cette vidéo ont fait une crise cardiaque, je suis désolée. Et toujours dans la présence de l'anglais, on a aussi donc, des paroles qui vont être en anglais. Et dans certains cas, on a même donc, des English versions, qui sont donc les versions en anglais. Et on a aussi donc les Chinese versions ou les Japanese versions. La K-pop c'est aussi un mélange de genres, que ce soit le R&B, le hip-hop, la pop ou alors le rock, la soul, le jazz, tout ça. Et c'est grâce à ce mélange de genres que la K-pop réussit à avoir un truc qui paraît différent mais qui n'est pas complètement étranger à nos oreilles. Et c'est parce que c'est connu mais pas connu que ça plaît. Donc pour reprendre ce que disaient donc Sylvie Octobre et Vincenzo Chikeli, oui, encore eux, en fait on a l'impression d'avoir quelque chose qui est exotique, différent, mais ça reste familier. On a souvent besoin de nouveautés et la K-pop parvient à combler cette demande de nouveautés. Et pour réussir cela, la K-pop fait aussi appel à des compositeurs internationaux. En plus de ça, la culture, c'est des produits de qualité, de très haute qualité. Et ça, c'est le cas de l'industrie culturelle dans son ensemble. Et pourquoi c'est des produits de haute qualité? Parce qu'en fait, on est simplement habitué à des produits américains qui sont de très très bonne qualité, de très très haute qualité. Et donc, tu te doutes bien qu'il faut en face quelque chose qui soit autant qualitatif, je crois que ça se dit, que les produits américains. Parce que si jamais c'était en dessous, en fait on n'aurait aucun intérêt pour ça. C'est pour ça que dans la K-pop on a des MV à haut budget, des groupes très entraînés avec des chorégraphies parfaites et des chansons réfléchies. Pour en revenir à ce que disent donc Sylvie Octobre et Vincenzo Chikeli, la pop c'est un genre qui est fait pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. Il faut donc quelque chose qui rentre dans la tête. Or, faire ça, c'est pas facile du tout. Et ça demande énormément de travail. C'est pour ça que la K-pop va chercher donc les meilleurs compositeurs, même au-delà de ses frontières. Et cette capacité à rentrer, elle va aussi passer donc par les chorégraphies et ces key moments. Si je vous demande d'aujourd'hui penser à une chanson d'un groupe de K-pop, vous aurez souvent donc le refrain et puis un pas de danse qui représente la chanson. La K-pop, c'est quelque chose qui s'écoute, certes, mais ça se regarde aussi. Il y a un accent du visuel qui est très très poussé, que ce soit donc dans la chorégraphie, dans le MV ou même dans le physique des idols. On a aussi donc la mode qui participe à ce visuel avec le K-pop fashion, le style K-pop, que vous l'appelez comme vous voulez. C'est très reconnaissable et c'est propre à la K-pop. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de marcher dans la rue et de voir quelqu'un et de se dire « Il est fan de K-pop, elle. Il est fan de K-pop, lui. Je sais. I got the eyes. J'ai l'œil. » Et dans les dramas aussi, on a ce besoin de qualité. Donc cette qualité, elle va passer donc par le jeu d'acteurs, les scénarios, les décors, les effets spéciaux, tout ça. Et en plus, je l'ai dit au début, mais les dramas coréens, à la base, c'est des produits qui s'exportaient bien, car c'était des produits de haute qualité et pas chers. Et aujourd'hui, le Made by Korea, c'est un gage de qualité. On pourrait trouver un autre facteur qui revient au fait qu'il y a des membres qui parlent d'autres langues dans les groupes. En effet, c'est courant d'avoir des membres qui sont bilingues en japonais, en anglais, en chinois. Ça leur permet donc une exportation qui est facilitée. En effet, c'est plus simple d'avoir des membres qui parlent anglais sur un plateau américain plutôt que avoir donc des membres qui ne parlent exclusivement que coréen. Les idols K-pop aujourd'hui ne sont pas limitées qu'à la Corée, elles peuvent venir de plein de pays, que ce soit le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon, il y a le Sénégal aussi avec Fatou. Alors ok, la K-pop dit comme ça c'est super,
Mais ça doit bien causer des tensions à un moment. Et oui, ça en cause. En 2012, le Japon, qui est alors premier importateur de produits coréens, décide de ne plus diffuser de produits coréens. La question c'est pourquoi. En fait, le président Lee Myung-bak a demandé des excuses au Japon plus approfondies vis-à-vis de ce qui s'était passé dans le passé. Bon, il faut savoir que le passé colonial du Japon, c'est une grosse source de tension entre la Corée du Sud et le Japon aujourd'hui. En 2017, la Corée du Sud a décidé de déployer le système antimissile THAAD ou THAAD, je suppose, qui est mis en place face à la menace nord-coréenne. En réponse à ce déploiement, la Chine, qui se sent alors menacée, a décidé de limiter l'exposition de la K-pop en Chine, avec la limitation des concerts ou des règles strictes pour les idoles. Et déjà auparavant, et même après, il y avait déjà eu des mesures pour limiter donc, l'impact de la K-pop, parce que ça détournerait les jeunes des valeurs chinoises, tout ça. Et c'est aussi un phénomène qui va aussi accentuer donc, le divorce entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, d'un point de vue culturel. Et en plus de ça, on le sait, en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu des exécutions parce que des gens avaient consommé des produits sud-coréens. Et dans certains pays, on a aussi un anti-coréanisme qui apparaît. Donc pour illustrer ce cas, je vais m'appuyer donc sur un passage de l'article de Yoona Kim intitulé Soft Power et nationalisme culturel, la vague coréenne. À Singapour, elle est confrontée à des secteurs réfractaires du public, lesquels renforcent la rhétorique nationaliste avec la complicité des médias locaux et de l'État. De même, à Taïwan, où les dramas coréens se sont heurtés à des sentiments négatifs en raison d'une transmission excessive de shows coréens en soirée de 18h à minuit. Les nationalistes japonais tiennent régulièrement des meetings de protestation devant les locaux de Fuji Television, demandant que la société arrête de retransmettre trop de dramas télévisés et autres divertissements coréens. En particulier sur Internet, devenu un média influent aux quatre coins de l'Asie orientale, le cas de la haine de la vague coréenne parmi les internautes japonais est un point culminant de nationalisme et de xénophobie à l'encontre de la version coréenne du nationalisme. Ainsi, on voit qu'en fait, il y a des groupes qui souhaitent rejeter cette vague coréenne. Et au final, toutes ces volontés de vouloir repousser la Hallyu montrent l'impact culturel que la Corée du Sud a aujourd'hui. Ce petit pays, autrefois coincé entre ses deux voisins, ravagé par la guerre et bénéficiaire de l'aide internationale, est aujourd'hui donateur. La Corée du Sud, c'est aujourd'hui un pays qui a réussi à changer son image grâce à un soft power bien maîtrisé et des calculs bien réalisés. La vague Hallyu montre comment un petit pays a réussi aujourd'hui à se faire une place parmi les grands. Alors avant de vous laisser partir, je voulais quand même faire comme pour la vidéo de Dajinho, des petites recommandations de ressources que j'ai utilisées dans cette vidéo. Tout ce que j'ai utilisé est dans la description, mais je vais vous recommander 4 ou 5 trucs très intéressants que j'ai regardés. Je vais commencer donc par 2 livres. Donc le premier c'est K-pop, naissance d'un empire culturel par Laura Esmeralda Salgon. J'espère que je le dis bien. Donc c'est un livre qui va revenir donc sur la naissance de la K-pop. C'est le meilleur description que je peux vous donner. Ça a été notamment intéressant quand j'ai dû faire un petit historique. Donc ce livre-là, il est bien quand on n'a pas l'habitude trop de lire ou on est un peu jeune. Par contre, il coûte un peu cher, il coûte 27 €. Pour l'anecdote, moi je l'ai gagné dans un concours Fnac sur Instagram, hein, donc voilà. Mais oui, mais après, il est très très bien, honnêtement, je recommande. Je connaissais pas l'autrice là, et puis bah voilà. Et on a, pour un niveau au-dessus, on a donc K-pop, soft power et culture globale, de Sylvia Octobre et de Vincenzo Cicchelli. Je suis désolée Vincenzo, j'ai dû massacrer votre prénom. C'est très très intéressant, c'est le livre que je crois que j'ai le plus utilisé dans cette vidéo. Comme vous avez pu l'entendre, hein, surtout je les ai beaucoup mentionnés. C'est de la presse universitaire, c'est un peu chaud à lire honnêtement, si on n'a pas l'habitude de lire de l'essai ou si on est un peu jeune, on est vite perdu. Après moi je l'ai trouvé très très intéressant, parce que c'est un peu le genre de livre moi qui me fait plaisir. Donc si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire, si vous êtes un peu jeune ou si c'est un peu chaud de lire de l'essai, je vous le recommande absolument pas. Mais si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller si vous êtes un peu plus âgé et que ça vous fait kiffer de lire des essais. C'est un très bon livre pour découvrir la K-pop. Du coup, j'ai quand même une alternative à celui-ci, c'est que je vous propose donc 2 podcasts dont je n'ai pas retenu le nom, de France Culture, avec notamment donc Sylvie Octobre et Vincenzo Cicchelli, où ils viennent donc raconter les théories. En fait, ce que je veux dire plutôt, c'est ils viennent répondre à des questions sur le sujet et tout ça. Donc si lire ce livre, qui est déjà d'ailleurs très gros comparé, vous voyez, à celui-ci, là, il est assez petit.
je vous conseille d'abord peut-être de passer par les podcasts. Mais si jamais ça vous dérange pas ce qu'il raconte, et ben vous pouvez aller lire ce livre-là. Et enfin, la seule source anglaise de cette vidéo, c'est un essai que je vous mettrai donc dans la description à télécharger. Ça fait 20 pages à peu près. Et ça s'appelle donc... Ça me saoule quand il y a des titres anglais parce que je me sens obligée de les dire bien. Donc c'est Wrestling with... Je vais pas me faire chier à le dire. C'est un titre très très long, mais qui est très très intéressant. Mais vous l'avez sur l'écran en tous les cas. C'est donc un essai qui revient donc sur les différences entre la J-pop et la K-pop. Pourquoi la K-pop ça a marché et la J-pop ça n'a pas marché. C'est ça les grandes idées de cet essai, je suppose qu'on peut l'appeler comme ça. Et ça a été très très intéressant. À un moment j'ai hésité à en parler, puis au final je ne l'ai pas fait, donc je vous renvoie vers ça. C'est de l'université de Manille. Voilà, hein. Vous pouvez juste aller lire, c'est très intéressant. Après il faut comprendre l'anglais, mais à la limite je me dis, sinon vous faites un petit coup de Google Traduction et puis ça ira. Voilà, cette vidéo c'est le premier épisode d'une série de vidéos que j'aimerais continuer dans le futur qui s'appelle donc Thinking. Donc le but de ces vidéos c'est de revenir sur un sujet de la K-pop et puis d'essayer de le traiter un peu comme je l'ai fait dans une vidéo sur la Hallyu. Je sais pas quand est-ce que le prochain épisode sortira parce qu'en fait ça prend énormément de temps à faire, ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu. Écoutez, il faut que je me mette une deadline. J'essaie de sortir le prochain épisode en novembre, ce qui est déjà très bien parce qu'en octobre je pense pas que j'y arriverai. Voilà, je vous laisse ici. C'était un plaisir de vous parler, j'espère que vous avez eu du plaisir à me regarder. C'était Clara Mel, au revoir, salut, arrêtez de me regarder.